Bonjour à tous. Hello. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, si tout fonctionne bien pour vous? Salut Amandine, salut Laura, génial. Alors je m'excuse d'avance parce que j'ai des petits travaux dans mon immeuble. De toute façon, c'est Guillaume qui est avec nous qui va principalement parler. Et si vous entendez des bruits de ponceuse ou de perceuse, c'est ma faute. Je me mettrai en mute, il n'y a aucun souci. Vous verrez dans l'onglet sondage, on a posé une petite question pour connaître votre statut professionnel, pour orienter du coup Guillaume qui est avec nous sur la manière de présenter justement les différents points, parce que forcément on n'aura pas les mêmes conseils si vous êtes une société ou une micro-entreprise. Vous n'êtes potentiellement pas encore lancé. Je sais qu'on a beaucoup de créateurs en devenir dans la communauté Shine. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce petit sondage. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Aujourd'hui, on va parler finance. C'est le premier webinaire sur la finance qu'on va faire. Donc, on commence avec les bases, c'est-à-dire les conseils pour gérer vos finances personnelles. Aujourd'hui, on sait que tous les freelances et les entrepreneurs ont un vrai souci un vrai souci. Toujours des questions concernant leur trésorerie, vos revenus fluctuent et c'est toujours un peu compliqué de savoir quelles sont les best practices justement pour, je parle trop anglais, quelles sont les meilleures pratiques, pardon, pour justement bien gérer vos finances. Et du coup, on a invité Guillaume, Guillaume Valissi qui est avec nous, avec qui on travaille depuis quelques mois, qui a écrit notamment quelques articles sur le blog de Shine. Je vous les mettrai dans le chat tout à l'heure concernant les finances et l'investissement. Alors aujourd'hui, l'investissement, c'est pas le sujet, mais peut-être qu'on fera un nouvel épisode de workshop là-dessus. Guillaume, je ne sais pas si tu veux commencer en te présentant rapidement. Eh ben ouais, carrément. Alors moi, je suis investisseur depuis plus d'une dizaine d'années environ, même si je suis médecin de formation, donc comme quoi tous les chemins peuvent mener à l'investissement. J'ai eu un club d'investissement et en gros, j'ai accompagné environ une centaine de freelances sur ces problématiques de gestion d'argent, qui va être la thématique d'aujourd'hui, mais aussi d'investissement au sens large. L'idée, c'est de faire une présentation plutôt courte qui résume en gros les conseils que je donne tout le temps aux gens qui me contactent, que vous pouvez appliquer facilement et qui prennent le moins de temps possible. Ensuite, après, voilà, chacun pourra poser ses questions, surtout qu'il y a autant de cas possibles que de situations personnelles. Donc vraiment, n'hésitez pas, l'espace question est là pour ça. Alors je vois qu'il y en a pour lesquels c'est leur premier workshop avec Shine. Concrètement, Guillaume va vous faire une petite présentation, ça va durer au max 15 minutes. L'idée de ces workshops, c'est vraiment de se concentrer sur des conseils actionnables, de ne pas être trop dans la théorie et de vous donner vraiment les clés pour que vous sortiez de ce workshop avec vraiment les idées au clair. Frédéric, t'as pas le son. Essaye de rafraîchir ta page. Souvent, ça fonctionne. Je vois que Virgile, qui est de l'équipe Shine aussi, est dans le chat. Va pouvoir on est plein justement pour tous vous accueillir. Alors, une petite chose, si c'est la première fois que vous venez à un workshop Shine, vous êtes ici dans le chat. Alors, on le sait, il y a énormément de messages qui défilent pendant le workshop, donc vous pouvez bien sûr échanger entre vous. Si vous avez toutefois des questions sur la présentation pour Guillaume, je vous invite vraiment à les poser dans l'onglet questions, parce que c'est là-dedans que moi je vais aller les piocher pour y répondre juste après la présentation. Vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous plaisent le plus, ça nous permettra de trier justement ce qui intéresse le plus toute la communauté. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, je pense que là, voilà, 11h34, on peut commencer doucement avec la présentation, Guillaume. Ouais, super. Et je me cache. Merci Juliette. Alors voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de parler de tout ce qui est finances personnelles. Qu'est-ce que c'est les finances personnelles? En fait, c'est une manière de dire la gestion de l'argent au quotidien. Ça va se dérouler en 4 petites parties. La première, ça va être tout ce qui est les caractéristiques des entrepreneurs et des indépendants. Parce que c'est toujours intéressant de partir de soi quand on veut faire quelque chose plutôt que d'appliquer n'importe quel conseil sans vérifier que ça vous correspond vraiment. Et puis après, je vais vous donner mes petites astuces sur comment gérer les flux d'argent,
comment rechercher des dépenses inutiles qu'on pourrait supprimer. Et surtout, pour moi, ce qui est le plus important dans cette thématique, c'est avoir l'esprit tranquille et pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Alors, quand on est entrepreneur ou freelance ou solopreneur ou qu'importe le terme ou la catégorie que vous vous êtes donnée, souvent, on a des problématiques différentes de la population salariale habituelle. Vous avez des revenus fluctuants, mais qui sont potentiellement plus importants. Vous avez un temps disponible qui est limité parce que vous avez votre société à gérer ou alors votre activité. Vous devez réaliser les prestations ou vendre le produit suivant ce que vous faites. Et vous avez déjà en plus de la gestion administrative, de la comptabilité, des choses comme ça. Vous n'avez pas non plus toujours la sécurité d'un revenu qui est garanti et qui est régulier. Donc ça va être aussi un point qu'il va falloir travailler un petit peu. Donc, en résumé, si on doit faire de la gestion d'argent, il faut que ça soit le plus simple et le plus efficace possible pour ne pas vous prendre trop de temps. S'il n'y avait qu'une seule partie à retenir de cette présentation, ça serait celle-là. En fait, la plupart des gens, quand ils pensent gestion d'argent, ils vont s'imaginer faire de manière traditionnelle leur bilan, calculer toutes les entrées, toutes les sorties, bref, entre guillemets, faire les comptes et faire un budget. Moi, je trouve ça très chronophage et en plus, je trouve pas ça très efficace. Donc, l'idée, plutôt que de faire un budget, c'est de commencer par se considérer comme l'élément le plus important de votre entreprise. Si vous n'êtes pas bien, si vous avez des problèmes d'argent, si vous rencontrez des difficultés à un titre personnel, votre activité, que ça soit en tant que micro-entrepreneur ou en tant que société, va forcément souffrir. Donc l'idée, qui vient d'un bouquin, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle « L'homme le plus riche de Babylone », que je vous recommande au passage, un très petit bouquin, centaines de pages, très bien écrit, et en fait qui consiste à se faire un paiement de soi à soi. C'est-à-dire que quand vous recevez de l'argent, vous prenez un certain pourcentage et vous le versez directement. Cet argent, il vous appartient, ça vous servira en cas de pépin, ça vous servira aussi pour des projets que vous pouvez financer ou pour votre tranquillité d'esprit. Ce paiement, c'est mieux de le faire en début de mois, d'être proactif. Puisque d'habitude, ce que les gens font, c'est qu'ils reçoivent de l'argent sur leur compte personnel, ils dépensent, et on épargne ce qu'on fait à la fin du mois. Alors que là, au contraire, l'idée, c'est de se payer dès le début et de ne plus y penser par la suite. Comment est-ce qu'on se paye en premier? Alors, dans notre monde bancaire, on ne peut plus se permettre de prendre les pièces et de les mettre de côté. Donc, ce qu'on fait, c'est un virement d'un compte professionnel, donc votre compte Shine si vous êtes micro-entrepreneur ou quand vous versez un salaire ou un dividende si vous êtes en société, vers votre compte personnel. Ce virement, c'est d'autant plus facile de le faire si vous n'avez pas à y penser. Et pour ça, la plupart des banques proposent une fonctionnalité qui peut s'appeler virement automatique, virement récurrent, virement régulier, enfin, ça dépend de votre banque, que vous pouvez programmer en début de mois du montant de votre choix. Concernant le montant, si vous avez des revenus qui ne sont pas trop variables, je vous conseille d'un montant fixe. Et si vous avez des revenus qui varient du simple au triple selon les mois, je vous conseille de vous baser sur les mois où vous gagnez le moins. Comme ça, si vous recevez plus de revenus, vous pourrez toujours corriger le tir par la suite. Idéalement, je conseille que ce virement récurrent soit à peu près de 10 à 20% du chiffre d'affaires. 10, c'est déjà très bien. Si 10, ça vous paraît trop, vous pouvez commencer par 1% et augmenter au fur et à mesure des mois suivants. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'en fait, vous voyez a posteriori si vous avez choisi le bon chiffre. Je m'explique. Si vous avez choisi 20% et que dès le 15 ou le 20 du mois, vous n'avez plus d'argent sur votre compte, ça veut dire qu'en fait, le pourcentage de virements récurrents était trop fort. Donc, dans ce cas-là, il faut le baisser un petit peu et revenir, par exemple, à 15 ou 10%. Si inversement, vous avez choisi 2-3% et que vous voyez qu'en fin de mois, il vous reste encore beaucoup d'argent sur votre compte, ça veut dire que votre virement récurrent n'est pas assez fort en pourcentage et que du coup, vous pouvez l'augmenter.
Ce virement récurrent, on a parlé de le faire de votre compte professionnel, mais je ne vous ai pas encore dit vers où il faut l'envoyer. Moi, ce que je conseille, c'est de le garder sur un compte qui est disponible immédiatement, qui est garanti et qui, si possible, est rémunéré pour que vous touchiez un petit quelque chose au passage. En France, malheureusement, les options disponibles pour garder cet argent, moi, ce que j'appelle le fonds de sécurité, mais vous avez peut-être déjà entendu des termes comme le fonds de garantie, trésorerie, fonds d'urgence, enfin tout ça, c'est la même chose. Je vous conseille de le garder plutôt sur un livret A ou un LDD qui, même s'ils ont une rémunération faible, ont l'avantage de ne pas être fiscalisés et surtout d'être disponibles immédiatement et d'être garantis. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ensuite, la deuxième petite astuce, ça va être d'éviter les dépenses inutiles. Alors, c'est vrai que ça fait un peu bateau dit comme ça. On dit oui, éviter les dépenses inutiles, c'est évident. Mais en fait, ce n'est pas si bateau que ça. Parce que ce qui est inutile ou utile pour quelqu'un, ça peut être complètement inutile pour une autre personne et inversement. Et donc, comment on recherche ça de manière facile? Moi, ce que je conseille, c'est une fois par an, de prendre un des relevés de compte de votre compte principal. Là, en fait, où vous avez votre carte bancaire sur laquelle vous effectuez la majorité de vos dépenses, et de regarder deux choses. Premièrement, c'est les abonnements que vous aurez oubliés, par exemple, un compte Netflix dont vous ne vous servez pas, un compte Amazon, mais ça peut être aussi, par exemple, des services d'assistance juridique que vous avez oubliés. Et je recherche également autre chose, c'est les dépenses dont je ne me souviens plus. Donc là, je vais vous donner des exemples. Par exemple, j'ai acheté des vêtements ou un objet et finalement, il a atterri dans le placard ou je l'ai revendu. Ben, je me dis que finalement, ce n'était pas une dépense qui était très intelligente parce que ça ne m'a servi à rien. Ou par exemple, je suis allé au restaurant avec des amis. Moi, j'ai passé un très bon moment avec mes amis, mais je n'ai aucun souvenir du resto. Donc, moi, personnellement, comme c'est important pour moi, la gastronomie, je trouve ça dommage de dépenser de l'argent si ça ne me laisse pas au moins un petit souvenir. Donc, du coup, voilà, ça va être des dépenses que je vais me noter, me dire attention, la prochaine fois, fais un peu plus attention. Et ça, je vous conseille de le faire une fois par an. Ça ne sert à rien de le faire tous les mois. Je trouve que ça n'en vaut pas le coup. Le but, à la fin, c'est d'avoir que des dépenses qui soit sont utiles parce que vous devez les faire, soit qui vous font plaisir. Ensuite, et ça sera la dernière idée que je vais essayer de vous transmettre pour ce webinaire, ça va être de se libérer l'esprit et de garder l'esprit serein. Pour nous, en tant qu'entrepreneurs, ça va se manifester de deux façons. La première, c'est de payer ses factures tout de suite. Bien sûr, après avoir fait votre virement récurrent à vous-même. C'est-à-dire que vous commencez le mois, vous faites votre virement en vous payant en premier, puis ensuite vous réglez les factures. Ça ne sert à rien de les remettre à plus tard, sauf si vous avez des problèmes de trésorerie, parce que de toute façon, ça va vous prendre de l'espace mental et vous allez vous retrouver à mettre plus de temps à y penser quasiment tous les jours que de l'avoir fait tout de suite. Et là, d'ailleurs, on parle des factures, mais ça peut aller pour tout problème administratif. La déclaration d'impôt, les changements de statut, bref, toutes les démarches, d'une manière générale, il vaut mieux le faire tout de suite plutôt que de le laisser traîner, que ça vous prenne de l'espace mental et au final, pour rien. Donc, en conclusion, j'aimerais que vous gardiez ces trois idées en tête. La première, et qui est vraiment la plus importante, c'est de se payer en premier avec un virement que moi j'appelle automatique, mais qui peut s'appeler virement récurrent ou autre. De ne garder que les dépenses qui sont utiles ou qui vous font plaisir et de rien remettre à plus tard. Donc, si vous voulez commencer aujourd'hui, et c'est ce que je vous conseille, le premier truc à faire, c'est de mettre en place ce fameux virement automatique. Si 10% ça vous paraît trop, je vous conseille de commencer vraiment par un pourcentage plus petit. Si vous n'avez pas de livret A ou de livret développement durable, bah, c'est l'occasion d'en ouvrir un. Et puis, de prendre un relevé de compte et de regarder si vous n'avez pas des abonnements que vous auriez oubliés ou des dépenses inutiles. L'ensemble des deux exercices, normalement, ça doit vous prendre moins de 15 minutes. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que quand je reçois de l'argent sur mon compte, j'ai plusieurs virements automatiques. Donc, moi, j'en ai un pour
pour mon compte de dépenses, donc là où il y a ma carte bancaire, j'en ai un pour mon fonds de sécurité, et puis après j'en ai un pour d'autres investissements. Voilà. En gros, c'est les 3 idées que je voulais vous transmettre. Maintenant, il y a autant de situations personnelles différentes que de cas imaginables. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Merci beaucoup Guillaume pour ces 3 conseils, ultra concrets pour commencer à mieux gérer et être plus serein, au quotidien. Alors je crois que j'ai vu une petite question. Alors, il y a Rebecca qui nous demande, virer de l'argent de son compte professionnel vers un compte courant classique n'est pas intéressant par rapport à effectuer un virement vers un LDD? Je pense que c'est juste pas rémunéré. Guillaume, je sais pas si tu as une Oui, exactement. Surtout que là, si tu le fais directement de ton compte professionnel, quitte à programmer un virement automatique, autant simplifier la vie. Si pour toi, ton épargne de précaution, ton fonds de sécurité, comme tu veux, il va être sur ton LDD, et ben, tu peux faire directement ton virement vers ton LDD. Comme ça t'évite une étape si tu préfères. Ouais, absolument. Et c'est vrai que là, on parle vraiment d'épargne. On ne parle pas de se verser un salaire pour l'utiliser immédiatement. Donc, il y a effectivement peut-être 2 virements à faire. Le premier qui est vraiment pour les dépenses habituelles, simplement un genre de salaire que tu te verses à partir de tes revenus pro. Et un autre qui soit vraiment pour constituer une épargne de précaution à virer sur un LDD. Ouais, en fait, il y a 2 grands cas de figure et je pense que c'est bien qu'on en parle parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde. C'est si vous êtes micro-entrepreneur, vous devez avoir un compte professionnel, mais à partir de ce compte, une fois que vous avez reçu l'argent dessus, vous faites les virements comme vous voulez. Donc ça, c'est le cas le plus simple, entre guillemets. Et si vous avez une société, en fait, l'argent appartient à la société et vous, en fait, quand vous faites un versement, que ce soit un salaire ou un dividende, en fait, c'est sur ces salaires et dividendes que vous allez prendre votre épargne de précaution. En fait, ça ne sera jamais d'une société, vous pourrez directement faire sur un livret. Voilà, c'est juste la petite différence, mais qui au fond ne change pas grand-chose, en fait. C'est juste prendre la bonne habitude que dès que vous recevez de l'argent sur un compte qui a votre nom, un compte personnel, un revenu, et bien vous preniez l'habitude d'en épargner automatiquement un certain pourcentage. Génial. Alors, Louise qui nous demande, alors je pense qu'on vient de répondre à la première partie de la question, qui nous demande juste jusqu'à quelle somme est-ce qu'on peut garder sur son compte pro Shine. Il n'y a pas de limite. Honnêtement, tu peux le garder à cet endroit-là. Après, à voir si justement tu as besoin de cet argent sur ton compte pro pour effectivement avoir des dépenses professionnelles. En revanche, si c'est vraiment garder cette épargne pour avoir un fonds de sécurité, on recommande quand même de l'avoir sur un compte qui est dédié, tout simplement pour avoir une meilleure visibilité. J'imagine que du coup, c'est plutôt sur de la micro-entreprise, pour avoir bien différencié un budget pour ton entreprise d'un côté, un budget pour tes dépenses perso sur un compte courant classique, et de l'autre côté, une épargne de précaution sur un livret qui soit disponible très rapidement en cas de pépin. Il y a la question de Luce aussi qui est super intéressante. Ouais, absolument. Bah, tu peux la prendre. Ouais. En fait, Luce, elle demande si le livret de développement durable et le livret A sont les seules options pour le fonds de sécurité. Alors ça, c'est une question que j'ai tout le temps, mais qui est hyper intéressante. En fait, le livret A et le LDD, qui fonctionnent quasiment de la même façon, ils sont rémunérés au jour d'aujourd'hui à 0,5%. Tu ne payes pas d'impôts ni de taxes sur ces 0,5% et tu as l'argent disponible immédiatement. Donc, si tu te souviens, si je reviens un peu en amont à ma présentation, il fallait que, hop, si ça veut bien, ouais, il fallait que l'argent soit disponible immédiatement, qu'il soit garanti, et après, si tu pouvais avoir une petite rémunération, c'était un bonus. Donc, effectivement, tu as une autre option qui était très utilisée avant, qui était l'assurance vie. Parce que l'assurance vie, sans rentrer dans les détails, tu as quelque chose qui s'appelle le fonds euro, qui est une forme d'investissement, mais l'argent est garanti, et te verser une rémunération plus grande que le livret A à l'époque. Sauf que maintenant, en fait, les taux de rendement du fonds euro ont tellement diminué que maintenant, après fiscalité,
c'est devenu quasiment la même chose qu'un livret A ou un LDD. Sauf que l'assurance vie, en fait, l'argent, il n'est pas disponible immédiatement. En fait, il faut quand même demander un retrait, même si ça peut aller assez vite, ça peut aller de 2 à 5, 7 jours, voire un peu plus dans certains cas. Mais moi, je trouve que utiliser l'assurance vie pour l'épargne de précaution ne se justifie plus tellement parce que de toute façon, il n'y a plus d'écart de rémunération. Donc moi, pour moi, le livret A et le LDD présentent sont les options les plus intéressantes. Maintenant, il y a un truc dans la présentation que j'avais prévu de vous dire, mais que j'ai complètement oublié. C'est que cette épargne de précaution, en moyenne, ça dépend des personnes, je conseille à ce qu'elle soit l'équivalent de 6 mois à peu près de dépenses mensuelles. Par exemple, si vous dépensez 2 000 euros tous les mois, que ça soit 12 000. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec 3 mois, notamment si vous trouvez du travail facilement, si votre activité elle est bien construite et qu'elle est déjà très récurrente et qu'elle est bien installée. Il y a des gens qui, au contraire, sont plus frileux et qui préfèrent avoir 12 mois d'avance. Ça, vraiment, c'est personnel. Et après, rien ne t'empêche de faire un mix des deux. C'est-à-dire d'avoir 6 mois ou 3-4 mois sur ton livret A. Et puis, par exemple, si tu préfères malgré tout l'assurance vie, garder les quelques mois qui restent sur l'assurance vie. Mais au moins, déjà, tu auras une somme qui sera disponible rapidement sur ton livret A. Ouais, je pense que là, aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment le côté épargne de précaution. L'assurance vie, il y a plein d'avantages que Guillaume saura certainement bien mieux expliquer que moi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être très bien de remplir un livret. Alors le livret A, je crois que c'est 22 500 ou quelque chose. Le LDD, je sais pas trop. 12 000. Donc voilà, donc ça peut quand même aller assez rapidement selon votre entreprise et votre activité. Et par la suite, effectivement, mettre une assurance vie. Ce qui est intéressant sur l'assurance vie, c'est peut-être de mettre un montant un peu minime au départ, histoire de prendre date, je crois qu'on appelle ça comme ça, sans avoir à vraiment investir dessus, juste pour se dire que c'est intéressant à partir d'un certain nombre d'années. Il y a la question de Sophie, que je suis pas sûr de comprendre pour la première partie. En fait, Sophie, elle me demande si j'ai des conseils pour gérer le paiement de son salaire et non de l'épargne par rapport au CA engrangé. Donc, j'imagine que tu veux dire quelle proportion tu vas te verser en tant que salaire si tu as une société. Moi, je te conseille d'une manière générale pour cette partie le minimum dont tu as besoin pour vivre. Ça ne sert à rien de se verser un gros salaire et de payer beaucoup de charges si tu n'en as pas besoin. Et ensuite, ça qui, je pense aussi, une problématique qui est assez importante pour aussi les micro-entrepreneurs, c'est comment faire quand le montant du chiffre d'affaires est encore trop faible pour se rémunérer. Moi, je fais partie, quand j'ai commencé à épargner et à gérer mon argent, j'avais un salaire de jeune médecin qui est d'ailleurs de 100 euros par mois. Donc voilà, c'est vraiment des chiffres qui sont très très bas. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de prendre les bonnes habitudes. Si le chiffre d'affaires est très faible, il vaut mieux commencer avec 1-2% et de commencer à prendre cette habitude de paiement récurrent, quitte à l'augmenter secondairement, plutôt que de rien faire du tout. Et en fait, même si le CA il est très très faible, 1% ou 2%, vous ne verrez pas trop la différence. Génial. Alors, je crois qu'on a répondu pour l'instant à toutes les questions. Est-ce qu'on a le droit de faire un virement direct d'un compte pro à un livret A? Normalement, oui. Je pense que oui. Parce que votre livret A, il a... Vas-y, pardon, excuse-moi. Non, je disais que là, du coup, la question, j'imagine, c'était plus depuis le compte Shine. Et j'avoue que je ne voudrais pas m'engager sans le savoir, mais il me semble que ce n'est pas du tout un souci, effectivement. Normalement, tant que vous avez un IBAN, vous pouvez envoyer de l'argent dessus et votre livret a un IBAN. Donc, moi, pareil, je ne voudrais pas m'engager pour Shine non plus, mais j'imagine mal un monde dans lequel ce n'est pas possible. Oui, parce que sinon, ça rajouterait une étape banque perso, puis... mais je ne pense pas. Effectivement, pour l'instant, on n'a pas, nous-mêmes, en tant que Shine, créé des livrets d'épargne pro. C'était Aude qui le suggérait. On y réfléchit. Alors, on ne sait pas si ce sera un livret ou un compte de cantonnement ou exactement quelle forme ça prendra. On a plusieurs professions spécifiques pour lesquelles ce serait intéressant. Je sais notamment les avocats qui ont beaucoup de cotisations à payer au bout de 2 ou 3 ans et qui doivent économiser longtemps sur leur compte pro.
Donc on va y réfléchir cette année. On vous donnera évidemment toutes les infos rapidement. Ah, je vois qu'il y a une nouvelle question de Juliette. Salut Juliette. En tant que micro-entrepreneur, est-il facile d'anticiper ses cotisations sociales? Ah oui, il est facile d'anticiper ses cotisations sociales grâce à Shine. Mais quid des impôts? Quand on veut prévoir le montant à l'avance pour ne pas être surpris par la suite, à combien de CA commence-t-on à en payer exactement? Alors, une question très simple, mais qui amène une réponse souvent très complexe. En fait, c'est difficile de donner un niveau de chiffre d'affaires à partir de combien tu payes des impôts parce que ça dépend si tu as d'autres revenus à côté. Je dis n'importe quoi, tu as un autre salaire et tu fais frais micro-entreprise en plus ou tu as des revenus immobiliers ou autres. Mais en fait, ça va changer. Il faut savoir qu'en France, à partir de, bon, je me souviens plus du chiffre exact, mais c'est à partir de 14 700 euros et quelques, tu es redevable de l'impôt sur le revenu. Donc en fait, si tu as d'autres revenus qui dépassent déjà ceux-là, même si tu gagnes que 100 euros avec ta micro-entreprise, tu paieras quand même de l'impôt dessus. Moi, Il y souvent, en ce a que des j'ai... sous. Ouais, et de l'URSSAF. Donc moi, souvent, ce que j'aime bien donner comme conseil, c'est de garder à peu près un tiers du chiffre d'affaires que tu vas payer à peu près en impôt sur le revenu et cotisation sociale URSSAF. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Je vais te dire ça dans le chat si ça a répondu à ce que tu voulais savoir. Ah, super, merci beaucoup. C'est Trop génial. bien. Ce serait chouette d'avoir une conférence sur les impôts. Je n'y comprends rien. Bah écoute, on va y réfléchir, Marie-Claudia. Avec plaisir, hein. J'en ai déjà fait plusieurs. Effectivement, bah, c'est un peu là-dessus qu'on a construit Shine, c'est que l'administratif, ça donne des... Comment on dit ça? Ça fait peur à beaucoup de monde, donc je comprends totalement que les impôts, même moi qui suis du coup juste salarié, qui ne devrait pas avoir grand-chose à y comprendre, ça me fait très peur aussi. Je vais devoir remplir ma déclaration. Effectivement, n'hésite pas à aller voir le blog de Shine. Alors ça dépend des statuts, mais je crois qu'on a des articles qui sont vraiment limite des tutoriels étape par étape. Donc je ne sais pas si tu es micro-entrepreneur ou en société, etc. Mais tu devrais pouvoir trouver tout ce dont tu as besoin sur le blog. Je vais te mettre, hop, le lien du blog. Mais effectivement, si c'est ta première déclaration, je suis assez sûre qu'on a un article qui est fait là-dessus. Et si vous avez besoin de me contacter aussi, moi j'ai une espèce de newsletter qui est sur Substack, je ne sais pas si vous connaissez, qui parle un peu de mes réflexions et de mes conseils pratiques, toujours sur le domaine de l'argent et de l'investissement. Et si vous avez besoin de me contacter ou si vous voulez un peu d'aide là-dessus, n'hésitez pas à m'écrire à cette adresse. Hop, moi, je vais vous mettre le lien justement de la newsletter de Guillaume, qui est très didactique. Si vous êtes habitué aux articles de Shine, qui sont très pédagogiques et qui n'emploient pas de mots trop compliqués, je sais qu'on le fait sur l'administratif et sur la finance, c'est le même combat. Je vous conseille vraiment de lire ce qu'écrit Guillaume. Moi-même, sur l'investissement, j'aime beaucoup lire ce qu'il écrit. J'ai vu une petite question. Alors, en cas de déplacement ponctuel du CA annuel en micro-entreprise, n'est-il pas plus avantageux au niveau des impôts de passer en société? Alors là, c'est vraiment une question qui est très très large. Ça dépend vraiment de la situation, notamment du montant des charges que tu as à payer. Je sais que si par exemple tu es un freelance qui bosse de chez lui avec un simple ordinateur et que tu n'as quasiment aucune charge à payer, c'est pas forcément plus intéressant. Donc c'est vraiment une question très très large. Effectivement, quand tu as besoin de dépasser le chiffre d'affaires 2 années de suite pour sortir du régime de la micro-entreprise, si tu ne fais rien, tu vas simplement passer en entreprise individuelle, Mélissa. Et dans ces cas-là, effectivement, une société, ça peut être plus adapté. Faut savoir que si, par exemple, tu dépasses le seuil et que l'année d'après, tu es juste en dessous, ça redémarre à zéro. Donc, effectivement, sur ces questions-là, c'est assez compliqué de donner un conseil précis selon ta situation, parce qu'il n'y a pas uniquement les histoires de charges.
Si tu crées une SASU ou une URL, par exemple, c'est pas exactement la même chose, et ça dépend aussi de ta situation perso. Donc, si c'est vraiment une question que tu te poses, je te conseille de parler notamment à un expert comptable. Il y en a plein qui font des consultations gratuites et qui te forceront pas du tout à créer une société par la suite. Mais c'est clairement cette personne-là qui pourra t'amener au mieux sur le choix du bon statut, en tout cas. Mais c'est pas forcément automatique que dépassement de CA, la société soit le meilleur plan. D'ailleurs, je me suis permis de mettre un lien vers ma newsletter, parce que justement, j'ai fait la démonstration, si tu atteins le plafond, de qu'est-ce qui est le plus rentable. Et comme ça, tu auras la petite démonstration, ça sera plus facile, même pour toi, de comprendre les calculs. En tout cas, je suis d'accord avec Juliette. Je conseille au maximum de rester en micro-entreprise et j'indique une solution quand vous déplacez le plafond. C'est vrai que créer une entreprise, enfin, au-delà des avantages, créer une société, c'est un process qui est en plus souvent assez coûteux. Il faut savoir aussi que fermer une société, c'est aussi très cher, voire souvent plus cher que de la créer. Donc ça dépend vraiment des solutions, mais effectivement, j'avais oublié, Guillaume avait effectivement créé un contenu spécifique là-dessus. En revanche, forcément, si ta micro-entreprise nécessite un véhicule, du matériel ou que tu fais du e-commerce, là-dessus, c'est assez évident qu'il faut déduire les charges et que c'est le moins intéressant. Voilà. Alors, est-ce qu'on a une dernière petite question? Ah, Guillaume, il y a une question directement pour toi. Est-ce que tu penses être en mesure d'aider les autres entrepreneurs de moins de 2 ans à faire une demande de crédit IMO auprès des banques? Alors oui, parce que je l'ai déjà fait. Moi-même, quand j'ai fait mes premiers emprunts, j'avais pas de revenus garantis. Enfin, c'était un peu particulier. Donc, je peux tout à fait aider. Après, ça dépend où est-ce que tu vas acheter ta résidence principale. Si je t'invite à m'écrire un mail, je vais te donner mon mail directement. Hop. Si tu veux m'écrire. Hop, et qu'on en discute ensemble, je pense que ça sera plus facile plutôt que dans un chat, notamment au téléphone pour que tu m'expliques un petit peu le projet. Et il y avait une question aussi une nouvelle question de Sadio Niakate qui me demandait quels étaient les avantages d'investir dans l'immobilier avec une SASU plutôt que d'investir en mode personnel. Là, je pense pareil, on sort du cadre un peu de l'atelier. Il y a plein d'avantages, mais voilà, faut que je t'explique aussi, enfin qu'on en discute et voilà. Donc pareil, je t'invite à me contacter par mail, je te le mets directement en réponse. Je suis désolée, j'ai à nouveau des travaux chez moi. Mais effectivement, on pourra refaire un épisode vraiment sur l'investissement, ce qui est déjà un sujet incroyablement large, donc on le découpera peut-être. Je ne sais pas s'il reste des questions vraiment sur cette partie épargne, livret, que ce soit vraiment en rapport avec la presse, sinon on pourra arrêter l'event. Dans le chat, j'ai pas l'impression. Non, après il y a des... Non, je pense qu'on a répondu à tout, enfin, je crois pas que j'en ai raté une. C'est super. En tout cas, j'espère que ça vous a beaucoup plu. Je voulais remercier surtout Guillaume. Je suis désolée s'il y a un bruit. Est-ce que vous entendez beaucoup? Guillaume, t'entends du bruit derrière moi ou pas? Ouais, j'entends du bruit. Du coup, je vais vous remercier à la place de Juliette. Merci à vous d'être venu, d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. C'est toujours plus sympa quand c'est interactif. Et puis, n'hésitez pas à aller sur la newsletter, ça peut vous aider, ou sur le blog de Shine qui est super bien fait, notamment pour tout ce qui est administratif et gestion de sa vie de micro-entrepreneur ou de société. Et puis, si vous avez des difficultés, moi, vous pouvez toujours me contacter. J'accompagne plein de personnes, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous. On se retrouve pour le prochain workshop de Shine le 4 mai. Ce sera un épisode sur le business plan. Donc, j'espère vous y voir. Et merci beaucoup à Guillaume, encore une fois, d'avoir répondu présent pour animer la communauté Shine avec du contenu toujours super quali. Et puis, je retourne dans mes travaux et je vous souhaite un très bon appétit. Bon appétit à tous.